Directeur de la province éducationnelle de Kinshasa-Ouest bat déjà le rappel des troupes. L'autorité a tenu aujourd'hui une séance de travail avec tous les chefs d'établissement de sa juridiction. Atermoiement des rebelles Hutus rwandais, des forces démocratiques pour la libération du Rwanda pour déposer les armes ou accepter le rapatriement. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en donne des raisons dans ce journal. Encore plus de 270 prisonniers et autres anciens rebelles exilés qui viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté a publié les noms des amnistiés, c'est avant midi. Et puis nous recevrons comme invité du journal le professeur Dr Loabeya. Avec lui, on va parler de Global Advocacy Initiative. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Pas de doute possible, ils sont donc libres. Lambert Mende Omalanga a animé un point de presse ce matin, axé essentiellement sur la grâce présidentielle accordée à 272 prisonniers et autres anciens rebelles réfugiés à l'étranger. La série de libération poursuit ainsi son cours normal. Cependant, le porte-parole du gouvernement a évoqué aussi d'autres sujets qui défrayent la chronique, en l'occurrence la révision de la Constitution ainsi que la réapparition de la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo. Christian Elongo et Fils Matundu. 270 nouveaux amnistiés. Après avoir signé l'acte d'engagement, il est déposé avant le 11 août 2014. 190 de ces nouveaux amnistiés sont les ex-membres du mouvement rebelle M23, dont quelques-uns étaient détenus à la prison militaire d'Indolo et de Makala, ici à Kinshasa. Sous-lieutenant Mourodari Claude, Major Mourego Faustin, commandant Amani Jean-Pierre, lieutenant Nyamunyobo Aimé, lieutenant Wale Moku Espérant, lieutenant Tabou François. Autre actualité évoquée par les porte-paroles du gouvernement congolais, la disparition du général Baouma Ambombo. Il a été remplacé le week-end dernier par le général Emmanuel Lombi Ngwangwa à la tête de la 8e région militaire au Nord Kivu. Soukola 1, qui vient de perdre un talentueux commandant, va se poursuivre avec la même détermination. Un nouveau commandant a été désigné, il a été installé depuis avant-hier dans ses fonctions et il a reçu l'ordre de poursuivre avec la même détermination dont avait fait preuve de son vivant le général Baouma, l'action entreprise contre la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Lambert Mende a aussi parlé de la situation sur l'évolution du fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans les secteurs de Djera, dans la province de l'Équateur, où on note déjà 31 morts sur les 53 cas enregistrés, dont 19 cas probables, 21 cas suspects et 13 cas confirmés en laboratoire. Et à peine la conférence de presse du porte-parole du gouvernement terminée, des portes des prisons se sont ouvertes et des impressions des bénéficiaires de cette grâce présidentielle ont été recueillies. D'anciens rebelles du mouvement du 23 mars antérieurement incarcérés à Ndolo, par exemple, qui stigmatisent des insurrections et se réjouissent de retrouver la liberté qui va désormais les impliquer dans le processus de la reconstruction du pays. On les écoute au micro de Christian Elongo et Fiston Matundu. Les mots par rapport à tout ce que j'ai fait, on m'a amnistié. Ce que je vais faire, je vais servir mon pays, c'est fini. Et peut-être s'il y avait des erreurs commises dans le passé, je ne les referai plus. Vraiment, notre pays a besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin de rébellions, de guerres, de quoi. Nous avons besoin de la paix. Il faut construire notre pays en paix et laisser notre peuple en paix, s'il vous plaît. Et nous, en tant que des militaires, nous sommes là pour la protection des peuples et de leurs biens. Nous devons protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Je remercie le gouvernement pour cette libération et demander à d'autres personnes qui veulent créer des mouvements rebelles de cesser. C'est le temps de construire notre pays. Il est temps de la reconstruction de la République démocratique du Congo. La nature a horreur du vide, dit-on, et le commandement suprême des forces armées l'a compris par la nomination dans la célérité du général Emmanuel Lombe à la tête de la 8e région militaire en remplacement du défunt général Jean-Lucien Baouma. L'officier promu a déjà pris son bâton de commandement à Goma.
Voici le nouveau commandant de la 8e région militaire des FARDC. Le général de brigade Emmanuel Lombe, nommé lundi dernier par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il succède ainsi au général-major Jean-Lucien Baouma, décédé samedi en Afrique du Sud. Emmanuel Lombe va également coordonner l'opération Soukola contre le rebelle ougandais des ADF Nalu. Le nouveau premier a tenu hier mardi sa première réunion de prise de contact à Goma. Emmanuel Lombe, officier supérieur issu de l'école de formation des officiers, a notamment commandé l'opération Roudia 2 contre les rebelles de la LRA à Dungu en province orientale de 2011 à 2013, avant qu'il ne soit mis à la disposition de l'état-major général des FARDC à Kinshasa. On reste dans le chef-lieu du Nord Kivu, d'où Martin Kobler apporte des éclaircissements sur l'attitude des FDLR réfractaires au désarmement et au retour au Rwanda. Les rebelles hutus-rwandais crieraient à l'insécurité en République démocratique du Congo et à l'absence de l'ouverture démocratique au Rwanda. Écoutons le représentant de Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. La première raison, voilà, c'était une sorte de misperception de l'offerte de CIRGL et SADC de dire alors vous avez 6 mois. Si on dit alors vous avez 6 mois, la pression militaire arrête. Et puis on entre en négociation, on fait la reddition volontaire, on a le temps, jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. La deuxième, ils ont des demandes politiques. Ici, ils disent alors on va avancer avec la reddition volontaire si on a une assurance pour la protection des réfugiés Hutus, ici les réfugiés rwandais dans le pays. Ou si on a voilà une entrée au Rwanda pour participer au processus politique. Avec nous, MONUSCO, nous ne sommes pas impliqués sur les questions politiques. Pour faire ça 100% clair, et c'est ce qu'on dit au FDLR aussi, nous avons un mandat de neutraliser les groupes armés. Ils doivent arrêter sans condition de combattre, de terroriser la population, et c'est le plan maintenant du gouvernement. Mais c'est ce qui bloque le délai de 6 mois, mais aussi, puis, alors, ils pensent qu'on aura une solution politique. C'est pas notre chose. Nous suivons notre mandat. Nous voulons la neutralisation des FDLR sans condition. L'actualité au Nord Kivu, toujours avec cette trentaine de journalistes de la province qui participent à un atelier de renforcement de la qualité du travail journalistique, la déontologie de la profession et le mécanisme d'autoprotection. Une rencontre de 4 jours qu'organise la structure RCN Justice et Démocratie pour le formateur principal Loïc Evoueur, enseignant de journalisme en France. Le journaliste travaillant dans une zone à haut risque doit jouer à la prudence. Le conseil essentiel, c'est d'être d'une prudence renforcée parce que le danger est renforcé. Et on a besoin de journalistes vivants pour rendre compte de la réalité et pas de journalistes morts parce que malheureusement, on leur aura fait une mauvaise conduite. La première façon de se protéger, c'est de faire une information qui soit indiscutable et qui fait que personne, on est honnête, donc on n'a pas prise sur nous, on est honnête, on essaye d'être juste, on a des sources différentes, complémentaires, qui essayent d'approcher la vérité qui est toujours difficile à obtenir, surtout dans une région comme ça. Mais ça veut dire qu'on ne se tait pas, qu'on dit les choses. Par contre, sur le plan du comportement personnel, on a ensemble, et on travaillera encore demain avec les journalistes ici, regardé les guides de comportement, j'allais dire même physique, qui permettent de prendre des précautions pour ne pas être agressé, pour ne pas être arrêté, pour, quand on l'est ou si on l'est, protéger ses documents, avoir des contacts toujours avec sa rédaction, savoir que d'autres journalistes des organisations sont là pour nous aider à faire notre travail sans qu'on mette en danger notre vie ou notre existence professionnelle. Propos recueillis par Patrick Sialou, à notre permanent dans la province du Nord Kivu. Retour à Kinshasa pour parler des questions électorales avec ce communiqué de la CENI adressé à des entreprises avec lesquelles elle est liée, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dans le siège est au numéro 4471, boulevard du 30 juin, Kinshasa, Gombe, immeuble CENI, ex-BCCE, en face du building SCPT, ex-Conatra, demande aux entreprises dans
les dénominations sont reprises ci-après de se présenter en ces bureaux au rez-de-chaussée pour retirer un document ou recevoir une information les concernant. Il s'agit de Amalikijo, Apollo Line, les médias audiovisuels créanciers de la CENI, Ovis Esperel, Bureau Méca, Cybernet, Demimpex, Divo, Emotive, Fikin, Forbes et Global Vision, Force Rivers, Radium, Incrypt, Technologie, IT, Conlut et puis ITAB. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, plus que quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire. Les chefs d'établissement de la province éducationnelle de Kinshasa-Ouest sont déjà en ordre de bataille. Leur hiérarchie les a réunis aujourd'hui pour une séance de sensibilisation. Une rentrée de classe sans entrave, un pari que l'EPSP tient à gagner ce 8 septembre. Ceci pour relever les défis de rendre l'éducation de qualité accessible à tous les enfants en vue de préparer une société de bonne gouvernance. Le prophète de Kin-Ouest, Fabien Boetou-Telamio, a voulu se rassurer que toutes les conditions sont réunies pour la reprise de l'école. Aussi a-t-il convoqué tous les chefs d'établissement de sa juridiction pour des instructions. Le respect du calendrier scolaire et les frais scolaires ont figuré parmi les grands points évoqués. Les chefs d'établissement, ils veulent que la reprise des cours soit effective ce lundi. Nous leur avons communiqué les directives pour la préparation d'une bonne année scolaire, d'une très bonne rentrée scolaire. Nous avions même réussi à constituer un panel de chefs d'établissement dont vous avez suivi. Chacun d'entre eux a présenté les niveaux de préparatifs de la rentrée scolaire. Et ils attestent clairement que le lundi, il n'y aura pas de tâtonnement. Le lundi, c'est la reprise effective des cours. Les enfants seront en classe pour suivre les enseignements et les travaux vont commencer. Conviés également à cette réunion, les syndicalistes ont fait la restitution sur les questions relatives à la rentrée scolaire, à l'augmentation des salaires et à la mutuelle de santé, questions traitées lors de la revue du plan intérimaire de l'éducation. Et puis en bref, retenez que d'autres membres du syndicat des enseignants de carrière se sont retrouvés hier pour écouter leur président en vue de faire la restitution de la revue du plan intérimaire de l'éducation tenue en août dernier. Comme à la veille de chaque rentrée scolaire, des syndicats enseignants se mobilisent pour exprimer leurs revendications socio-professionnelles, dresser des bilans et tracer des perspectives pour l'année scolaire à venir. Nous y reviendrons avec des images à l'appui dans notre prochaine édition. Formation au Katanga sur la gestion des projets des jeunes, des enseignements qui ont pris fin au terme desquels 35 jeunes engagés dans diverses professions ont pu renforcer leurs capacités dans l'exécution des projets des jeunes dans des institutions. Suivez. C'est dans le but de permettre au gouvernement congolais d'avoir une masse critique d'experts en gestion des projets que 35 jeunes professionnels placés dans les agences d'exécution des projets et des différents ministères ont bénéficié d'une formation sur le renforcement des capacités en gestion des projets. La cérémonie de clôture de cette formation a vécu au Grand Caravia Hotel ce vendredi 29 août 2014 grâce au partenariat des CETIM International et BSECO. Dans ce mot, Gaspard Kabongo, cadre du BSECO, a appelé les bénéficiaires à porter les fruits de la formation qu'ils ont reçue. Vous êtes leader dans ce domaine, dans ce programme. En tant que leader, j'ai toujours dit à ceux qui m'approchent, un leader ne dort pas. La remise d'attestation aux bénéficiaires s'en est suivie dans un climat ambiant. Au sortir de la salle, Labri Benouna, directeur général des CETIM International, s'en est félicité. Et ça s'est traduit par leur assiduité et d'après les formateurs, les séances se prolongeaient au-delà des heures qui étaient prévues pour la formation. Et ça, c'est un indicateur qu'ils sont très intéressés et que la matière est très intéressante. Sentiment de joie et de satisfaction dans le chef des bénéficiaires. Dans le cas de renforcement de capacité, nous ne pouvons qu'être contents parce que nous rentrons chacun dans nos bureaux avec un plus. Cette cérémonie de clôture a été ponctuée par la prise de photos en famille.
Et dans le Kassai oriental, précisément à Mbuji-Mayi, les activités sont paralysées depuis presque 2 semaines suite au manque d'électricité dû à une panne survenue à la centrale hydroélectrique de Tchéna. Conséquence, pénurie d'eau et fonctionnement au ralenti des chaînes de télévision et d'autres entreprises. Détail avec Franck Bambi, notre correspondant. La fourniture du courant électrique est fortement perturbée dans la ville de Mbuji-Mayi. En effet, depuis environ 2 semaines, la ville d'Amontifère n'est plus desservie en énergie par Enerka, Énergie du Kassai. La société chargée de la production et la commercialisation du courant de l'ANIBA est confrontée à une panne survenue à la centrale de Tchala. Sur 4 machines, 3 seulement sont en service. Conséquence, de 4 MW produits jusqu'ici par Enerka, on en est aujourd'hui à 1 seulement. Les travaux de réparation sont en cours, a-t-on appris des sources proches du ministère provincial de l'énergie. Cette situation est sans conséquence sur la vie socio-économique de la ville de Mbuji-Mayi. L'eau ne coule pas au robinet, obligeant ainsi femmes et enfants à aller en chercher à une très longue distance. Les chambres froides, les cabines téléphoniques, les cybercafés et bien d'autres activités ne sont pas épargnées par cette situation. Les radios et télévisions émettant de Mbuji-Mayi en font aussi les frais. Ils sont pour la plupart réduits au silence, craignant de fonctionner au gasoil avec leur générateur. Ce journal se poursuit dans un instant pour l'invité. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, nous recevons le professeur Dr Loabea de l'Université de Kinshasa, actuellement installé en Belgique. Une conférence, vous êtes ici notamment pour une conférence internationale consacrée à la neurologie. Vous êtes neurologue professeur. De quoi sera-t-il question? En fait, à partir de demain, et sous le haut patronage du président de la République, va se tenir à l'hôtel Sultani ce que l'on appelle la Global Advocacy Initiative. Ça veut dire un séminaire organisé sous l'égide de l'International Brain Research Organization, IBRO en sigle, qui est une grande organisation internationale qui a pour vocation l'organisation de la recherche et de publications qui s'en suivent en matière de neurosciences. Alors, qui sont les participants à cette rencontre ou les orateurs? Voilà, je devrais dire que l'IBRO, sous l'instigation de la Society for Neuroscience des États-Unis, ainsi que de la Japanese Neuroscience Society et de l'Australian Neurological Society, l'IBRO a été chargé de l'organisation de ces séminaires à travers les 5 continents. La réunion semblable a déjà eu lieu en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Pourquoi les choix de Kinshasa cette fois-ci? Bien sûr, il était question que l'Afrique organise aussi cette conférence. Il m'a été demandé, puisque je suis pour le moment ce que l'on appelle le chairman de l'IBRO pour toute l'Afrique, il m'a été demandé de désigner un pays dans lequel cette réunion pouvait avoir lieu. Évidemment, étant d'origine du Congo, je ne pouvais pas choisir un autre pays que le Congo et Kinshasa. C'est ainsi que j'ai pu introduire une demande auprès du président de la République pour qu'il puisse accepter le principe de son patronage pour que cette réunion se tienne à Kinshasa, donc demain et après-demain. Alors, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette réunion en termes des résultats? En termes des résultats, c'est d'abord une première chose. La réunion, elle recherche quoi? Elle cherche en fait à établir des liens entre les chercheurs en neurosciences en Afrique. C'est ainsi que nous avons des délégués venus d'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Ouganda, du Mozambique, du Sénégal et du Maroc. Ces différentes personnes vont discuter, échanger leurs expériences dans leur propre pays pour savoir comment on peut se diriger vers l'autorité publique, vers la société civile, vers les opérateurs économiques. En cela, nous avons interpellé la Fédération des entreprises du Congo pour faire en sorte que tous ces mondes soient sensibilisés à la recherche en neurosciences, qui est une chose relativement importante, puisque vous voyez, si on comprend bien ce qui se passe en neurosciences, on pourra soigner davantage certains malades dans des pathologies aussi fréquentes chez nous que, par exemple, l'épilepsie, maladie endéquée, que le konzo, c'est une maladie qui est fort fréquente ici dans les Bandundu et dans les Kassai. Donc, nous allons établir des liens entre nous et bien sûr pour pouvoir affronter l'autorité publique qui seule est capable de libérer les moyens. Puisque vous êtes neurologue, nous avons l'occasion de vous avoir sur ce plateau. Pouvez-vous dresser un état des lieux sur la neurologie en République démocratique du Congo? La neurologie elle ne se porte pas si mal que ça, puisqu'il faut bien savoir que la République démocratique du Congo a l'avantage, pour le moment, d'avoir une quarantaine
de spécialistes en neurologie et en psychiatrie. Il y a encore du travail à faire. Le pays est énorme. Nous devrions avoir 5, 6, 10 fois plus de neurologues, mais ça prend du temps, c'est évident. Avec le temps, on en formera davantage pour pouvoir les disséminer à travers la République. Un dernier mot, professeur? Un dernier mot, c'est tout simplement peut-être sensibiliser davantage l'opinion publique aux maladies qui touchent le système nerveux central. Ces maladies sont des maladies neurologiques, ce sont des maladies psychiatriques. Ces maladies, nous les vivons ici dans notre pays. Tout à fait. Les accidents vasculaires cérébraux, l'épilepsie, maladie endémique dont j'ai parlé tout à l'heure, on les comprendra mieux, on pourra être mieux armé pour les soigner. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal. On va finir par le dossier de ce journal. Loin d'être un slogan creux, l'autonomisation de la femme est une réalité à Bointaba, dans le Bandundu. Ici, des femmes travaillent le manioc pour en faire de la farine qu'elles écoulent sur le marché quinois. En dépit de quelques difficultés rencontrées par ces femmes, elles ne jurent que sur leur autonomie. Nous sommes à Bointaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, telles que le témoignent les habitants au regard des résultats des travaux de terre. Les femmes professeurs d'université réunies au sein du cercle Sophie Kanza ont choisi d'aller vers la réalité de la femme rurale, puiser de la matière et étoffer davantage leur plaidoyer. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays. Si j'étale mon manioc sous un soleil accablant, ça peut sécher au bout de 3 jours et le 4e jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, 5 à 6 jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 francs. C'est le marché caca. Travail jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. En tout cas, au domaine sur le plateau de Bateke, ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Les hommes aussi sont entrés en danse. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Bointaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de Titan pour atteindre la source. Et pour le cercle Sophie Kanza, il fallait vivre ce calvaire pour proposer des solutions adéquates. L'autonomisation de la femme rurale, c'est tout ce qu'on doit mettre ensemble, l'intelligence, les moyens et les projets qui peuvent l'amener à aller de l'avant. Parce qu'elle travaille beaucoup avec des méthodes très précaires, rudimentaires, dans des conditions très difficiles. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Dans la chaîne de production de manioc, nous avons noté plusieurs choses. D'abord au niveau de la culture. Pendant que les autres utilisent les tracteurs, elle continue à faire son labour à la main. Fort heureusement, ils peuvent s'organiser en mutuelle, comme on l'appelle le Likelemba. Et vous avez vu qu'en un rien de temps, on a pu sarcler le manioc presque tout le champ. Ça signifie que de ce côté-là, nous pouvons dire qu'elle est déjà assez organisée pour son autonomisation. Une opportunité que saisissent les femmes professeurs d'université de la RDC pour faire un plaidoyer. Nous pensions que nous femmes, on travaillait, nous travaillons dans des bureaux, nous sommes épuisés le soir, mais ce n'est rien comparé à ces femmes-là. Leurs journées sont éreintantes. Elles se réveillent très tôt le matin pour la corvée de l'eau et faire déjà les premiers corvées là
à la rivière. Lorsqu'elles reviennent à la maison, elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Elles doivent passer directement au champ. Et elles restent au champ toute la journée, tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Nous nous sommes dit, nous avons l'idée de faire un projet de malnutrition. Nous nous sommes dit, c'est vrai qu'on doit autonomiser ces femmes, mais nous pensons qu'il y a un minimum de développement. Un minimum de développement à la base, avant de penser peut-être à les autonomiser complètement. La femme de Bontaba doit quitter la petite production ménagère pour le grand commerce. Elle deviendra alors agent du développement. Pour ce faire, elle doit être formée et informée. Elle n'attend plus réellement que son autonomisation. Voilà pour ce dossier. Bon courage à toutes les femmes qui s'impliquent pour l'autonomisation de la gente féminine. Merci de nous suivre également sur notre site internet www.bone-tv.com. À demain.